TVL est devenu l'outil de la rébellion massive à cet embrigadement idéologique du peuple français mené prioritairement par les médias mainstream. En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. Mettons toutes nos forces pour que tous les Français retrouvent l'espoir, l'audace, l'esprit de résistance avec TVL. Donnez à TVL pour assurer vos idées en 2023. TVL, la rébellion au quotidien. Et pour le Zoom du jour, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Estelle Dupont. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en psychopathologie, en neuropsychologie, en psychosomatique et vous êtes également formée, et ça va être intéressant pour la suite, en psychologie transgénérationnelle, donc à travers les générations. Nos spectateurs les plus avertis, ou du moins ceux qui ne se sont pas retrouvés coincés dans une faille spatio-temporelle, savent que vous avez été une des lanceuses d'alerte sur le confinement et ses effets délétères, ainsi que les effets du port du masque, notamment sur les enfants. Et puis, vous êtes également l'auteur de Se libérer de son moi toxique et découvrez vos super pouvoirs chez le psy. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter votre nouvel ouvrage, L'Antimère, qui est publié chez Albin Michel et qui est disponible bien sûr sur la boutique officielle de TVL sur notre site. Il y a un petit onglet et vous pouvez cliquer pour l'acheter directement si cet entretien vous a plu. Je vous rappelle également tout de suite que vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air pour nous soutenir ainsi que vous abonner et partager cette vidéo. Alors, bien sûr, hein, l'Antimère, il ne s'agit pas de vous-même parce que vous êtes également maman, mais vous parlez de votre propre mère parce que vous avez grandi dans une famille, on peut dire, toxique, du moins avec une mère jalouse, malveillante avec vous. Est-ce qu'on peut revenir en quelques mots sur cette enfance, dans cette famille, et de comment est-ce que vous avez survécu finalement à tout cela? Alors l'objectif du livre n'est pas de parler de ma mère, mais de parler d'une manière générale de la génitrice qui, à l'instar de Médée, n'aime pas sa progéniture en fait, et est prête à la dévorer symboliquement et à la couper du monde pour garder le contrôle sur elle et qu'elle ne lui échappe pas. Donc effectivement, c'est un témoignage où j'ai modifié des prénoms et tout un tas d'éléments pour préserver ma famille, puisqu'il ne s'agit pas d'une vengeance, mais il s'agit vraiment d'une élaboration d'une expérience chez une femme qui devient psychologue et qui devient maman et qui donc montre aussi que oui, on peut ne pas avoir été aimé par sa mère et pourtant un jour apprendre à s'aimer et aimer ses enfants, évidemment, et trouver un bonheur dans la maternité. Et cette enfance, oui, elle a été marquée en fait dès le début par un rejet extrême de ma mère qui, après avoir eu plusieurs garçons, est absolument affolée de s'apercevoir qu'elle a une fille et qu'elle a fait rentrer le loup dans la bergerie, puisque finalement c'est une petite fille, donc potentiellement une rivale. Alors ce que je vous dis vous semble fou comme à moi-même et à ceux qui nous écoutent, mais pour certaines femmes il n'y a pas de place pour deux personnes en fait. Donc c'est une rivalité à mort de la génitrice vis-à-vis de sa fille, parfois du père vis-à-vis de son fils, qui a peur d'être dépassé et qui, au lieu d'élever l'enfant, comme c'est notre mission de parents, l'écrase. Alors il l'écrase de multiples manières, il l'écrase en l'humiliant, il l'écrase en l'isolant, il l'écrase en faisant du chantage, il l'écrase en divisant la famille, c'est-à-dire on remonte les uns contre les autres, on remonte le père contre la fille contre le frère, et ainsi de suite. Voilà, donc cette enfance a été très tôt marquée par une sorte de rage narcissique de ma mère de ne plus être toute puissante, qu'elle m'a fait sentir à la fois en m'isolant dans une fusion très mortifère avec elle, en me disant que j'étais la seule personne qui pouvait la comprendre et la sauver, sans quoi elle se suiciderait, alors que personne ne craignait ces menaces de suicide, mais moi j'étais complètement endoctrinée. J'étais complètement dans le syndrome de Stockholm, donc plus elle me faisait du mal, plus je me disais si elle me fait du mal, au moins elle se suicide pas. Donc voilà, jusqu'à ce qu'à 17 ans, en fait, je sente par instinct de survie, j'ai senti avant de comprendre,
tout. J'avais compris très tôt qu'elle ne fonctionnait pas bien et qu'il fallait pas devenir comme elle, mais je n'étais pas en capacité de me dire qu'elle me voulait du mal. C'était encore trop douloureux. Et puis à 17 ans, je me suis enfuie et je ne suis pas retournée vivre chez elle en fait. Ouais, un aller simple en somme. Un aller simple. Alors, votre maman, elle avait une obsession notamment sur la propreté, avec des réactions assez dingues. En fait, si jamais vous laissiez un cheveu dans la baignoire, dans l'évier, sur votre oreiller même de lit, et vos premiers souvenirs de tout ça, ça commence environ à 2 ans. Dans le livre, qui est chapitré par âge. Oui, ça commence à quand j'ai 3 ans. 3 ans, oui. J'ai pas mon tout premier souvenir, j'ai 3 ans. J'ai pas de souvenir avant 3 ans. Mais effectivement, oui, les humiliations autour de la propreté, c'était quelque chose d'extrêmement quotidien, récurrent, violent, sur tous les membres de la famille, mais particulièrement sur la fille. Hein. Donc c'est allé jusqu'à me laisser 3 cm de cheveux sur la tête alors que je faisais de la danse classique et qu'il me fallait un chignon sous prétexte que je perdais mes cheveux et que c'était sale. Voilà, donc c'était des humiliations. Ne t'appuie pas sur un mur, tu vas salir tu vas laisser une trace. N'ouvre pas les volets parce que tu fais rentrer la poussière. Donc moi, quand elle m'a emmenée vivre avec elle, sous la menace auprès de mon père de se suicider s'il n'acceptait pas qu'elle parte avec moi, j'avais pas le droit d'ouvrir les volets, par exemple. J'avais pas le droit d'ouvrir les volets parce que sinon ça faisait rentrer la pollution. Donc voilà, donc c'était une obsessionnalité qui n'était pas un délire psychotique, ça avait une fonction de faire peur en fait et de terroriser pour maintenir le contrôle. On parle beaucoup du terme de victime aujourd'hui, mais est-ce que vous diriez pas que vous êtes plutôt une survivante et que finalement vous avez réussi à dépasser ça, du moins on l'espère pour vous? Je crois que les enfants qui n'ont pas reçu l'amour d'un de leurs parents ou de leurs 2 parents sont effectivement des survivants. Il y a quelque chose qu'on n'aura pas et qu'on n'aura jamais. Mais une fois qu'on a dépassé tous les stades de la colère, de la dépression, et avant cela du déni, de la minimisation, etc., de la culpabilisation, mais c'est moi qui suis pas assez bien, etc., on accède, et c'est ça qui est merveilleux, à une sorte d'amour inconditionnel de soi-même, où on se dit, mais je n'ai pas besoin de son regard, je n'ai pas besoin finalement de l'autre, pour m'accepter moi tel que je suis, sans complaisance, en reconnaissant mes fragilités, mais sans doute sur moi. Alors, on a toujours des petits démons qui restent, on a toujours des petits doutes sur soi, mais on apprend à dialoguer avec soi-même et à être sa propre mère et à s'apporter cet amour et cette bienveillance qui nous aide à prendre des décisions parfois difficiles, mais qui sont nécessaires à nos besoins psychiques et émotionnels, comme notamment le fait de mettre de la distance ou de rompre avec certaines personnes qui refusent catégoriquement d'être dans une relation saine. Ce livre, c'est un peu aussi la psy sur la divan qui regarde la petite fille intérieure, in fine. C'est la maman, c'est la femme devenue psychologue et maman qui, à force d'avoir écouté des patients qui ont vécu ça, des hommes avec leur père, des femmes avec leur mère, et puis d'éduquer aussi ces jeunes enfants, raconte en fait dans une double voix à la fois le vécu de la petite fille, il y a la petite fille qui dit j'ai 3 ans et voilà ce qui se passe, et puis l'adulte qui petit à petit prend conscience en fait, qui va prendre conscience que d'abord elle se dit que c'est de la maladie, puis ensuite elle comprend que sa mère n'est pas malade, que sa mère lui veut du mal, comment elle réagit à ça, comment elle surmonte la dépression de cette prise de conscience, et comment se fait la reconstruction, la guérison, la réconciliation avec soi-même. Oui, vous avez mis du temps à l'écrire d'ailleurs ce livre. Finalement, dans les échecs qu'on peut connaître dans la vie, est-ce que le plus impardonnable, c'est l'échec parental ? C'est pas à moi de juger de ce qui est pardonnable ou de ce qui n'est pas pardonnable. Mais par contre, on peut dire que l'échec parental est ce qu'il y a de plus difficile pour le psychisme d'un enfant pas aimé à accepter. Il peut accepter d'être rejeté par un élève à l'école, il peut accepter tout un tas de choses, mais l'idée que son propre géniteur ne l'aime pas et que ce n'est pas lui le problème, mais le parent qui n'accède pas à l'amour parental et certainement pas l'enfant, ça c'est très difficile comme cheminement à faire. C'est très difficile parce que je crois qu'on a voulu idéaliser un petit peu la figure de la mère, ou parce que on est des mammifères et que finalement dans le règne animal, très peu de femelles s'en prennent à leurs petits.
c'est extrêmement difficile, c'est même un impensé de la société de se dire que la mère, à l'instar de Folcoche, peut s'en prendre à sa propre progéniture, puisqu'on a quand même des hormones d'attachement, l'ocytocine, qui fonctionnent et qui mettent en route l'empathie, même si on ne se sentait pas particulièrement doué pour devenir maman. Et visiblement, chez ces femmes, l'ocytocine et l'empathie sont complètement absentes. Oui, on n'est pas avec le manuel. L'enfant devient le souffre-douleur sur lequel on passe sa rage narcissique de ne pas être toute puissante et de rencontrer sa propre limite. Parce que s'il y a bien une école d'humilité, c'est un petit enfant. Oui, absolument, absolument. Et surtout quand on est on les met au monde sans le manuel, ce qui peut être un peu compliqué à certains moments. Mais effectivement, dans les relations saines, il y a toute cette empathie et cet attachement qui se fait. Justement, c'est intéressant de savoir à quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte que quelque chose clochait, et est-ce qu'il y a eu des personnes à côté de vous qui vous ont permis aussi de franchir certaines étapes au fur et à mesure et de comprendre qu'il fallait partir pour sauver votre vie? Alors, merci pour cette question parce qu'elle est très importante. Je le vois chez mes patients. J'ai des patients qui se sont rendus compte à 4 ans qu'il y avait un problème chez leurs parents et d'autres à 45 ans. Ils pensent toujours que c'est eux qui ont un problème et que tout était normal et que c'est comme ça qu'il faut. Et qui reproduisent du coup en pensant que ce qu'ils ont reçu comme type d'éducation est la bonne manière d'élever un enfant. Et en fait, ça va dépendre à la fois de la force de caractère de l'enfant. Il y a des enfants de manière innée qui sont capables de rester connectés à leur perception et de sentir quand c'est pas juste. Et puis il y a des enfants qui vont être beaucoup plus vite en fait soumis à la peur et se déconnecter d'eux-mêmes, se cliver d'eux-mêmes pour ne pas entrer en conflit de loyauté avec la parole parentale. Mais il y a aussi un ressort qui est très important et qui est extérieur à l'enfant, c'est ses ressources sociales. C'est-à-dire que si, quand une mère dysfonctionne ou qu'un père dysfonctionne, l'autre parent pose une limite et dit là ça ne va pas, donc déjà je te quitte, je te pose une limite et je propose un autre environnement à notre enfant sur les périodes où j'en ai la garde, déjà il sécurise à minima l'enfant, puisqu'en fait qui ne dit rien consent, c'est-à-dire que ma mère n'aurait jamais pu faire ce qu'elle a fait si à un moment donné, mon père avait eu les éléments psychologiques pour comprendre ce qui se passait et la force et le courage de dépasser la bonne image bourgeoise de la famille unie et de dire on arrête. Donc moi, j'ai pris conscience, comme j'avais certainement cette force de caractère de dire non, il y a un truc qui va pas. J'ai pris conscience tôt que quelque chose n'allait pas chez ma mère. Sauf que comme je n'avais pas l'environnement ressources, parce que mes frères étaient beaucoup plus âgés et que mes grands-parents étaient relativement absents et qu'ils avaient, ils avaient lâché l'affaire parce qu'ils ne comprenaient pas comment ma mère fonctionnait, j'avais assez peu d'appui. Et puis ma mère m'endoctrinait tellement que même si je voyais qu'elle dysfonctionnait, je me disais que c'était le monde extérieur qui la comprenait pas. Donc j'étais un peu rentrée dans son récit paranoïaque. Je me disais que c'était les autres qui n'étaient pas gentils avec elle et que donc si moi j'étais son sauveur et que j'étais parfaite, elle irait mieux. Donc j'ai très tôt compris que ça n'allait pas, mais j'ai mis énormément de temps à comprendre qu'elle n'était pas malade, qu'elle était simplement mauvaise en fait, qu'elle n'avait pas envie de faire du bien. Parce qu'on peut être une mère en dépression sans être une mère toxique. Dès lors qu'on se soigne, qu'on demande de l'aide et qu'on laisse son enfant à sa place d'enfant. Et la dernière étape, en fait, elle a été très tardive. Elle était après les études de psychologie, après le mariage, après le premier enfant. C'est que quand j'ai failli mourir d'une méningite, ma mère n'a pas appelé le SAMU. Donc j'avais un enfant de 3 ans qui était son petit-fils. J'étais en train de mourir. Et c'est la nounou qui a appelé les secours. Et en fait, face à cette note d'assistance à personne en danger, j'ai compris qu'il n'y avait absolument rien de récupérable et que mes pardons étaient totalement inutiles. Alors justement, vous êtes resté coincé parce que c'est extraordinaire et sans limite quasiment l'amour qu'un enfant peut porter à ses parents, même dans des cas de maltraitance. On le sait, les enfants reviennent toujours et pardonnent. Quand on écoute certains témoignages d'enfants qui sont placés, vous dites que vous êtes resté coincé longtemps dans le syndrome du sauveur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit quand on parle du syndrome du sauveur ? Le syndrome du sauveur, l'enfant en fait le développe parce que comme son objet il est dépendant pour sa survie de son objet d'attachement et son objet d'amour et donc une figure, c'est Dieu en fait, c'est le roi et la reine, papa et maman. Pour un enfant, c'est la vérité absolue, d'abord parce qu'il n'a pas d'autre référence, ensuite parce qu'il est dépendant. Et donc ce mélange à la fois de besoin et de désir pour ses parents fait que c'est très long de les désidéaliser. Donc si le parent ne va pas bien,
l'enfant, comme il ne peut pas se passer de son parent, va se mettre dans une position où il essaye de le sauver pour préserver l'image qu'il a de son parent. Si je suis un enfant parfait, alors peut-être que maman va arrêter de me taper et que donc maman sera une bonne mère. Et d'autre part, pour ne pas perdre ce parent. Donc l'enfant se met à porter la culpabilité dans une inversion des rôles, où en fait le parent se victimise et l'enfant se met en position de sauveur. Et là on rentre dans une relation toxique évidemment, puisqu'on ne peut sauver personne si ce n'est... Il vous a rendu malade par ailleurs. Vous faites un lien, vous, entre votre vécu et, par exemple, cette méningite qui a failli vous tuer? Ah oui, bien sûr. J'avais des problèmes de santé récurrents parce qu'en fait, je vivais déjà dans un climat de stress qui était tellement important. Faut imaginer ce que c'est pour un enfant de 4 ans d'entendre tous les jours sa mère dire mais je vais me jeter par la fenêtre, si t'étais pas là, je me serais suicidée. Heureusement que t'es rentrée de l'école parce que sinon... donc l'enfant, le cerveau de l'enfant qui est supposé se développer va se développer en étant baigné sous les hormones de stress et le cortisol. Et donc dans cette sorte d'affolement cérébral, les autres hormones, et notamment tout le travail qui doit se faire au niveau des défenses immunitaires, etc., est menacé parce qu'il y a trop de stress, il y a une alarme permanente, il y a un état d'hypervigilance en fait. Et donc évidemment j'étais malade très souvent, mais c'était aussi une manière de m'annuler, parce que ma mère était tellement jalouse de moi que si je n'étais pas malade et que je réussissais trop bien, pour elle, c'était insupportable. Donc, dans le livre, je raconte comme elle va saboter ma réussite à la danse, comme elle va me couper d'un professeur de piano parce que je réussis trop bien, et ainsi de suite. Bien sûr, tout est lié. Les êtres humains sont des êtres de lien. Évidemment, il n'y a rien de plus important, on vient de l'expliquer et de le comprendre, que le lien entre un enfant et ses parents. Quels sont les essentiels aujourd'hui qu'un parent doit transmettre à son enfant, selon vous? Alors, je dirais qu'il y a la différence entre l'être et le faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'enfant comprenne que son parent peut ne pas être d'accord, il a des choses à lui apprendre, il peut ne pas être d'accord avec ce qu'il fait ou avec ce qu'il dit, mais qu'en aucun cas, il ne rejette la personne qu'il est. Bien sûr. Et que l'enfant comprenne de cette manière que les règles qui sont posées à la maison et les cadres ne sont jamais des règles de domination, mais sont des règles de protection. C'est précisément parce que je t'aime que oui, je t'impose de te laver, de préparer tes affaires pour ne rien n'oublier avant un contrôle, etc., etc. Donc que le cadre, en fait, est une aide et que quand il y a une critique, c'est une critique sur le faire ou sur le dire, mais jamais sur l'être. Ta personne est acceptée inconditionnellement. Maintenant, mon rôle, c'est de t'éduquer. Donc oui, je peux remettre en question une manière de faire ou une manière de dire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que c'est très important de transmettre à l'enfant qu'un adulte, c'est pas quelqu'un qui sait tout et c'est pas quelqu'un qui peut tout. Et notamment pendant la crise, les parents disaient « mais comment je fais ? Je dois lui mettre le masque, je peux pas changer la règle et c'est de la maltraitance. » Et je pense que déjà d'expliquer à nos enfants « mais moi, en tant qu'adulte, j'ai plus d'expérience que toi, mais ça veut pas dire que j'ai toutes les réponses et ça veut pas dire que j'ai tous les pouvoirs. » Ça va permettre à l'enfant de grandir en ayant en fait confiance en lui. C'est-à-dire qu'il sait qu'on ne lui demande pas, pour être considéré par les adultes, d'être un super-héros. Tu n'auras pas tous les pouvoirs. Par contre, faire de ton mieux ce que tu fais, oui, ça c'est un objectif. Ça c'est beau, humain. C'est un objectif. Voilà. Bien sûr. Il y a peut-être d'autres idées qui me viendront, mais j'avais pas la question en tête, mais c'est une bonne question. Non, mais c'est parce que c'est intéressant justement de se baser sur les mauvaises expériences et de se dire ensuite qu'est-il fondamental de transmettre. Moi, j'essaye de transmettre à mes enfants qu'ils n'ont aucun devoir envers moi si ce n'est le respect. Et donc, ils ne sont évidemment pas tenus de me parler de tout, qu'ils ont tout à fait intérêt à avoir leur jardin secret et que c'est important, mais qu'ils peuvent me parler de tout. C'est-à-dire que je veux vraiment qu'ils comprennent qu'ils ont le droit de ne pas me dire les choses, mais que s'ils ont envie de parler de quelque chose, il n'ait aucune crainte à venir me parler. Et là, je crois qu'on est dans un... On est à peu près, on tourne à peu près autour d'un truc qui s'appelle la confiance et qui est quand même assez important. Complètement, complètement. Surtout que vous êtes maman et psychologue. Est-ce qu'ils n'ont pas trop peur parfois, vos enfants, d'être psychanalysés plutôt que maternés ?
Alors, les deux plus jeunes, ils ont 2 ans et demi, donc je crois ça que... va, je pense qu'ils sont un peu loin de ça. Ils ont plutôt peur de rien, en fait, en ce moment. Ce qui peut être un problème aussi. Et l'aînée, non, je crois que celle qui en a le plus peur, en fait, c'est moi. Je me dis, les pauvres, c'est pas un cadeau d'avoir une mère psy, qui est constamment habitée par le doute. Mais en fait... pour le moment, ça ne pose pas de problème, mais ils sont encore assez jeunes, hein, ils ont entre 2 et 12 ans, donc bien sûr. Voilà, ça va se corser sûrement. On a beaucoup parlé du rôle de la mère, mais il y a aussi votre père qui a joué son rôle, sa partition dans votre histoire, c'est raconté dans le livre. Est-ce qu'on peut revenir sur ce couple parental, finalement, dont vous dites que si l'un et l'autre avait été peut-être avec d'autres personnes, peut-être aurait-il développé d'autres potentiels. Est-ce qu'on a des potentiels comme ça en soi qui peuvent être complètement mis à mal par certaines relations? Je crois qu'en amour aussi, il y a des associations malheureuses. Et finalement, le véritable amour, c'est probablement celui qui nous permet de devenir la meilleure version de nous-mêmes, et qu'il y a des associations de personnalités où les deux vont se tirer vers le bas, en fait, au lieu de se tirer vers le haut. Et dès que les personnes se séparent, elles arrivent à regagner, en fait, la rive de leurs pensées propres, de leur subjectivité, etc. Il y avait une espèce de jeu pervers, finalement, de jeu de perdant-perdant entre mes parents. Et je crois que on arrive, en fait, en couple avec un bagage, et si on n'a pas fait le tri dans ce bagage de notre héritage parental, le couple va être une bombe à retardement. Et que finalement, si mon père avait pu se libérer de cette obsession du qu'en dira-t-on, de l'image bourgeoise de la famille parfaite, etc., il aurait eu moins peur de poser des limites. Il n'était pas libéré de ses peurs, il n'était pas outillé psychologiquement, il ne savait pas appeler un chat, c'est-à-dire qu'il a confondu, il appelle la perversité pure du stress. Les réactions de ma mère seraient l'expression de son stress. Non mais moi, ça m'arrive d'être stressée avec 3 enfants et un boulot prenant. À aucun moment, il me viendrait à l'idée d'humilier un de mes enfants en lui disant qu'il va me tuer parce qu'il a laissé un cheveu sur sa tête d'oreiller. Donc il y avait une incapacité chez mon père à nommer les choses, à nommer le réel. Et comme disait Camus, bien nommer les choses, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Donc il y avait ça. Et puis je pense que il y avait une peur, et qu'il y a eu un mécanisme de mithridatisation, c'est-à-dire qu'à force de l'endoctriner, ma mère a réussi, en fait, à le vampiriser complètement, à absorber complètement son énergie, et donc il s'est départi de sa capacité à penser, et il s'est même finalement départi de son... Il a pensé que être un gentil époux, c'était donner les pleins pouvoirs à la mère. Il a juste oublié que sa mission d'époux, c'était aussi de dire à l'autre, à un moment donné, là, tu deviens déviante. Et pour ma fille, ça n'est pas acceptable. On en revient au cadre, toujours, qui est, quand il est un cadre d'amour, nécessaire. C'est pour ça que je pense que dès qu'on devient parent, c'est quand même hyper important de discuter dans le couple et de discuter avec soi-même de l'exemplarité qu'on veut transmettre à nos enfants. Qu'est-ce que je dis à mon fils si moi, en tant qu'homme, je reste avec une femme ou malade mentale ou perverse, etc. Comment mon fils va s'autoriser à devenir homme alors que moi, je me suis couchée? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je pense qu'on est tous obligés de le... On est toujours obligé de le penser par moment, même si ça peut faire mal, parce que ça peut nous amener à quitter des gens qu'on aime. Mais quel couple on doit présenter à ses enfants, finalement, en fait? Est-ce qu'on doit présenter de l'amour, j'imagine? Qu'est-ce que je te montre, en fait, de l'homme et de la femme quand je permets ça? Sur l'exemple. Quand je permets ça. Non, mais c'est intéressant. Justement, ça nous fait rebondir un petit peu sur les deux seules visions qui existent de la maternité, de la parentalité dans la société. Et ce sera un peu la conclusion de cet entretien. Soit il y a la version complètement idyllique, soit la version complètement catastrophique, où ça pollue, non, c'est pas pour moi, ça détruit le corps, ou alors c'est merveilleux, il faut allaiter, il faut faire du cododo, etc. C'est que du bonheur. Est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux qui est possible pour réconcilier un peu ces deux parties?
Je pense surtout que ces deux extrêmes ont un point commun, c'est que c'est faux dans les deux cas. Donc non, la maternité n'est pas le cercueil de la féminité, merci. Non, la maternité, ce n'est pas de tout repos et ça n'est pas que du bonheur et que de la joie. C'est beaucoup de travail psychique parce qu'on est des êtres humains, donc on est ambivalent et quand on est très fatigué, on peut avoir envie de sortir de ses gonds. En revanche, c'est un merveilleux travail de transmission. Et je pense que une très bonne nouvelle dans la maternité, c'est qu'on se dit toujours j'ai un enfant, j'ai pas le mode d'emploi. En réalité, c'est l'enfant le mode d'emploi. C'est-à-dire que chaque enfant arrive au monde avec sa personnalité propre. Et en fait, il faut vraiment se faire confiance dès lors qu'on a porté cet enfant dans notre corps. D'où l'importance aussi de laisser les bébés grandir auprès, quand c'est possible, de la maman qui les a portés. Sauf dysfonctionnement extrêmement grave de la mère. Oui, il y a cette bonne nouvelle que en fait, c'est dans le lien et le temps d'accordage et le lien d'attachement que l'enfant transmet à son parent de quel parent il a besoin. Et vous devez le savoir si vous avez plusieurs enfants. On n'est pas la même maman avec chacun de ses enfants parce que chaque enfant n'a pas le même besoin, n'a pas le même appétit relationnel et n'a pas les mêmes traits de caractère. Oui, on devient maman grâce à ses enfants et on devient papa aussi grâce à ses enfants. Des super pédagogues. Absolument. Et Dieu merci, parce que de temps en temps, sinon ce serait difficile. Justement, vous, la maternité, ça a été un choix difficile dans votre vie. Ça n'a pas toujours été évident. Et finalement, vous avez accepté d'avoir ces enfants. Vous les avez choisis, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un choix. On a cette possibilité-là. Et vous expliquez aussi, ce qui est beau, c'est que ça peut être réparateur. Oui, mais c'est en cela que le livre est aussi un appel aux hommes, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans un discours anti-père, etc., qui, pour moi, a détruit vraiment la société. Je dis justement par ce livre, mais les hommes, on a besoin de vous, en fait, parce que pour élever un enfant, il faut du père et il faut un père qui pose une limite à la mère. Donc le père n'a pas forcément besoin d'être le géniteur, etc., d'accord, mais... Je pense que dans mon histoire personnelle, je l'ai compris parce qu'en fait, sans l'homme avec qui je me suis mariée et qui m'a rendue maman quand on a eu notre fils, mon premier enfant en fait, puisque par la suite j'ai eu d'autres enfants et lui aussi, je n'aurais probablement pas accédé à la maternité. Puisque quand vous avez été mutilé à ce point dans votre confiance en vous et que vous survivez à ce truc-là, vous avez une image tellement pitoyable de vous-même que vous vous dites jamais je prendrai le risque d'avoir un enfant et de le faire souffrir comme moi j'ai souffert. Et en fait, ça a été l'intervention de mon premier amour qui m'a dit mais tu comprends pas que là tu es en train d'exactement faire ce que veut ta mère. Tu es en train exactement de faire en sorte de pas avoir de vie, de pas avoir de ne pas actualiser ton potentiel en fait, de ne pas t'épanouir. Parce que tu te racontes que tu vas être comme elle, mais c'est ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est que tu deviennes pas mère, c'est que tu réussisses pas, c'est que tu sois pas heureuse. Et j'avais pas confiance en moi. Et il m'a fait surmonter ce doute. Et en fait, j'avoue, alors pour moi, c'est pas le cas pour toutes les femmes, évidemment, hein, mais dans mon cas personnel, effectivement, ça a été une révélation d'être maman. J'ai découvert un truc en moi et une beauté du lien absolument incroyable en fait. Et ça, c'est parce qu'un homme est venu poser une limite au discours de ma mère, mais t'es pas faite pour être mère, était trop cérébrale, était pas assez ceci, était trop cela, qui était évidemment l'expression de sa jalousie. On reste des personnes de lien qui ont besoin les uns des autres. Merci beaucoup Marie-Estelle Dupont pour cet entretien et pour ce livre qui est un livre difficile mais qui apporte des clés précisément, je pense qu'on vient de le démontrer, et qui est essentiel surtout pour comprendre parfois la violence ordinaire qu'on aurait tendance un peu à banaliser en ne voulant pas la voir. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cet entretien. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu cliquer sur le pouce en l'air pour soutenir cette vidéo et améliorer son référencement. Vous pouvez également la partager à vos contacts, à vos familles, vos amis, éventuellement peut-être des personnes qui auraient vécu le même genre de vie. Et n'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos contenus. Quant à moi, je vous dis à très vite sur TV Liberté.